Bonjour, bonjour à tous. C'est une interview exceptionnelle que je vous propose sur Bismart depuis le forum des entrepreneurs organisé par l'UP13, pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Son entreprise est française et mondiale, au cœur des enjeux de transition énergétique, au cœur de l'actu aussi et des pressions politiques. Je vous présente mon invité, Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total Energy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. On a 45 minutes devant nous, donc le temps d'aborder de nombreux thèmes, d'aborder en profondeur la stratégie de Total Energy qui veut devenir numéro 1 mondial des énergies renouvelables. D'abord, peut-être un mot de votre présence ici à Marseille, au cœur de ce stade magnifique, le stade Orange Vélodrome. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici ? Ben d'abord, je découvre le stade de l'intérieur. C'est un stade mythique pour tous les Français. C'est plutôt bien. Deuxièmement, je suis venu à l'invitation de l'UPE13. Je remercie son président de m'avoir invité. Et je suis venu parce qu'en fait, on a un ancrage dans le territoire ici de cette région qui est fort. On a bien sûr le site industriel de l'Amed, mais surtout où on a d'ailleurs mis en œuvre notre stratégie de transformation, passage de produits pétroliers vers des nouvelles énergies. Je pense que c'est important aussi que les grands patrons comme moi, on s'intéresse au territoire de la France. Donc c'est comme ça que j'ai pris l'invitation et donc je pense porter aussi le message que les territoires et le développement territorial nous intéressent et qu'on y contribue me paraît aussi utile et donc ravi de pouvoir m'exprimer devant les entrepreneurs de la région. Ouais. Et on détaillera évidemment ensemble cette transformation qui est en cours sur le site industriel de l'Amed. Mais je le disais, Total Energy est en permanence au cœur de l'actualité. Enfin, c'est assez... en termes de communication, c'est intéressant. En termes de com de crise, même, on peut se demander si vous n'êtes pas en com de crise permanente parfois. Non, non, je vous rassure. Bon, c'est bien, ça me rassure. Les gens autour de nous, non, on a appris. Vous ne le vivez pas comme ça? Non, je ne le vis pas comme ça. J'ai découvert ça quand je suis devenu PDG de Total Energy. Effectivement, tout ce qu'on touche est important, mais sans doute parce qu'on est dans un pays où, quelque part, il y a une forme de jalousie vis-à-vis des leaders. On a la chance d'avoir construit, pas moi d'ailleurs, mes prédécesseurs, un groupe mondial, un groupe qui marche remarquablement, qui fonctionne. Il y a 100 000 personnes qui le font vivre, 35 000 personnes en France d'ailleurs. D'ailleurs, dans toutes ces polémiques, ce qui me touche le plus, c'est pas vraiment nous, etc. C'est plutôt comment réagissent les 35 000 Français qui travaillent chez Total Energy face à ces polémiques. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait, la polémique, elle a lieu ici, en France, où on s'attache à être notre siège, on a notre recherche, on a 35 000 personnes encore. Et je ne la vis pas du tout à l'étranger, en fait, la vérité. Donc il y a un côté assez frustrant. On est un des plus grandes entreprises françaises qui, effectivement, réussit, c'est clair, dans ces métiers, dans des métiers où nos concurrents sont tous anglo-saxons, des grandes boîtes nationales. On a construit encore une fois, on a réussi à construire ce géant industriel dans un secteur clé qui est l'énergie, on le voit aujourd'hui. Et en même temps, on est décrié, sans doute parce que dans notre pays, on aime bien, on a coupé la tête d'un roi un jour en 1789. Donc les premiers de la classe, ils sont visibles. Voilà. Bon. Après, encore une fois, à nous de démontrer que, et c'est la réalité d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je porte la parole quand je viens ici, c'est aussi parce que je m'exprime aussi pour quelque part porter la parole de ce que fait l'entreprise. Parce que toutes ces accusations greenwashing, c'est pas vrai. On est une entreprise qui investissons, cette année on va investir 4 milliards d'euros dans les énergies nouvelles. C'est quand même des montants impressionnants. On est parmi les 5 plus gros investisseurs au monde dans ces énergies-là. Voilà. Donc après, quand on gagne de l'argent, effectivement, il y a une crise énergétique, c'est vrai, mais c'est pas par hasard qu'on gagne cet argent en ce moment, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé justement pour pouvoir investir dans des projets, etc. Alors, on va y revenir en détail. Je voudrais d'abord parler de la ristourne à la pompe que vous appliquez en France, 20 centimes depuis le 1er septembre. Elle vous coûte combien? Qu'est-ce que ça représente en part de vos bénéfices? Elle nous coûte de plus en plus cher parce que les Français se ruent sur nos stations-service. Bah oui, forcément. Bon, voilà. Donc, ce qui prouve d'ailleurs que le gouvernement qui nous a incités à répondre au débat qu'il y avait autour de la taxe sur les propriétés par un rabais avait raison. Je pense que, puisque finalement les Français répondent immédiatement, donc du coup il y a presque trop de queues devant nos stations-service qui sont refusées. Bon, on va s'assurer qu'elles soient approvisionnées. Donc le ministre de l'économie l'avait dit, ça va nous coûter, en fonction d'ailleurs, ça va dépendre du nombre de litres d'essence qu'on vend, hein, mais en gros à peu près 500 millions d'euros sur cela, ce qui est un geste volontaire, très important.
on le fait pendant 2 volontaire, mois. on vous a un peu... non, mais il y avait un débat entre... Non, on ne nous a pas. Il y avait un débat qui était... qu'on avait d'ailleurs initié. Pourquoi je dis que c'est volontaire? C'est que dès le mois de mars, on n'a pas attendu le débat de juillet. Nous avions lancé une opération au mois de mars. D'abord privilégiant les stations d'essence rurales, parce qu'on considérait que c'était... Pourquoi rurales? Parce que c'est les Français qui se déplacent le plus pour aller travailler ou amener les enfants à l'école, plus que dans les villes où il pouvait y avoir des transports en commun. On avait fait une opération à 10 centimes, on l'avait prolongée de nous-mêmes sur les autoroutes cet été. Pourquoi les autoroutes? Parce qu'on sait que les Français l'été voyagent plus à 12 centimes. Donc on avait déjà lancé les opérations de nous-mêmes. Après, il y a le débat qui a pris de l'ampleur. On a décidé de passer à 20 centimes pour voir. Je vois d'ailleurs que les Français adoptent, enfin, quelque part, vont profiter de ces profits via le prix de l'essence. Donc voilà, notre ministre de l'économie avait raison de suggérer que la réduction directe est meilleure. Ouais. Et vous l'avez dit, afflux de clients, vous avez battu des records de fréquentation dans vos stations en France cet été, forcément. Cet été, sur les autoroutes, on a vu à peu près 20 à 25% de plus que les années précédentes. Bon, ce qui est quand même tout à fait notable. Et là, en ce moment, là, c'est très impressionnant ce qui se passe depuis le 1er septembre. On est plutôt à plus 40%. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des questions d'approvisionnement, parce qu'on a un peu en stress notre logistique pour approvisionner toutes les stations-service. Donc ça veut dire que vous gagnez aussi de nouveaux clients. On peut vous toucher de nouveaux clients. Enfin, on peut, si on retourne la chaussette en quelque sorte. Non, mais ça veut dire surtout que ce qu'on voit, mais ça on le sait, c'est que l'énergie est un bien essentiel et que c'est le prix qui pilote les clients, sachant que bon, on va le faire pendant 2 mois à 20 centimes, puis 2 mois de plus à 10 centimes. Les clients, d'abord, et à 10 centimes, d'ailleurs, on a eu pas mal de concurrents nous suivre cet été sur les autoroutes. À 20 centimes, ils nous suivent moins. Mais voilà, donc moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout un moyen, quelque part, concrètement, encore une fois, pour les Français, de se rendre compte que plutôt que d'avoir un débat théorique autour de la taxation, d'en bénéficier directement dans le prix de l'essence. Parce que c'est notable, l'État a donné un rabais de 30 plus 20, sur un plein de 50 litres, ça fait 25 €. Donc on comprend que les gens regardent cela de près. 50 litres, 25 € de rabais, c'est vrai qu'il y a eu un appel. Voilà. Donc je pense que cette politique, c'est pour ça qu'on y a adhéré, parce qu'on pense que quelque part, il vaut mieux aller directement faire profiter nos clients de telles politiques que passer par des taxes indirectes qui alimentent un budget de l'État. Il y a certains de vos concurrents qui protestent, par exemple Francis Pousse, qui est le président des petites stations-service indépendantes, qui parle d'iniquité et qui affirme que certaines stations vont mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, je pense d'abord qu'on a nous-mêmes d'ailleurs des stations qui ne sont pas toutes de la même taille. Et je veux dire, d'abord, c'est 2 mois que ça dure. Encore une fois, c'est un appel du gouvernement pour contribuer au pouvoir d'achat des Français auquel nous avons répondu. Bien sûr que le groupe que je suis, quelque part, a les moyens de le faire. Mais je pense qu'il faut... on a des bonnes relations, gardons nos bonnes relations entre nous. Encore une fois, il faut plutôt voir ça comme une opération temporaire, répondant à une crise temporaire. Cette ristourne à la pompe, elle n'empêche pas plusieurs responsables politiques de réclamer une taxe sur les super profits. Ils se montent à combien de milliards d'euros, les super profits Total? Ça, on le verra à la fin de l'année. Les super profits, d'abord, je ne sais pas ce que c'est que les super profits. Moi, je connais les profits. Donc, je sais répondre à la question. Alors, j'ai posé la question à une économiste. C'est une économiste de l'environnement. Elle dit que ce sont des profits qui ne sont pas forcément créés par des innovations, par de la bonne gestion ou par les choix stratégiques de l'entreprise, mais par la conjoncture. Tous les profits, je veux dire, les profits en ce moment de Total Energy sont complètement liés au choix stratégique de l'entreprise. On a fait un choix stratégique majeur qui était d'investir, de devenir le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié au cours des 5 dernières années. On est le numéro 2 mondial et il se trouve que le gaz naturel liquéfié, c'est ce dont l'Europe a besoin en ce moment pour pouvoir fournir du gaz à l'Europe. On avait investi dans 15% des capacités de regasification de fameux terminaux pour amener du gaz naturel liquéfié. On les a rachetés à Engie qui était sorti de ce business. Bon, effectivement, on a fait des choix. Aujourd'hui, ils payent, mais ça n'a pas été gratuit, tout ça. Il faut avoir en tête qu'en 2015, on avait un point mort, pour les entrepreneurs savent ce que je veux dire, qui était à 100 $ du baril. Les équipes de Total Energy l'ont baissé à 25 $ du baril. Effectivement, quand le baril remonte, on gagne plus d'argent. Et ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait par des vrais efforts, des choix qui ont été faits, stratégiques dans l'entreprise. Dernièrement, enfin, je voudrais surtout dire qu'en fait, on est déjà très taxé. Nous sommes l'entreprise de France la plus taxée, en fait, mondialement. Le taux de fiscalité de Total Energy cette année ne sera pas loin de 50% mondialement. Il n'y a pas d'entreprise française. Alors effectivement, on paye nos impôts là où on produit du pétrole. Ça, c'est le principe de base. Il y a un principe universel de territorialité de l'impôt. On est dans un état de droit.
et une démocratie, et auquel nous tenons d'ailleurs. Et je pense que le Parlement français doit inscrire tous ces débats dans le cadre d'un état de droit. On paye. Alors il se trouve qu'en France, on a des activités qui sont des activités plutôt de marge, pas de prix absolu, puisqu'on fait du raffinage. C'est une activité, le raffinage français, il faut savoir qu'elle a perdu 1 milliard au cours des 2 dernières années. Vous ne nous avez jamais entendu nous plaindre. Cette année, elle va gagner de l'argent parce qu'effectivement, le diesel, du fait de le diesel coûte cher. L'essence vaut rien en ce moment. On produit l'essence à perte. Par contre, le diesel vaut cher. Donc, on va gagner de l'argent. On va payer de l'impôt sur les sociétés en 2022. Je suis plutôt content, hein, d'ailleurs, sachant que, indépendamment de l'impôt sur les sociétés et le débat actuel, Total Énergie, en 2021, a versé 1,9 milliard d'euros à l'État français en taxes diverses. Quand on verse des dividendes, nous payons des taxes sur les dividendes à l'État français. Donc, tout ce Donc débat vous dites basta, on en paye assez, quoi. Non, je dis qu'on en paye beaucoup. Il faut avoir en tête que quand ça allait mal, par exemple, le dernier chiffre pour illustrer ce que je dis, qui est spectaculaire, en 2020, le Covid, ça allait pas très bien. On a payé 6 milliards d'impôts. En 2021, 16 milliards d'impôts mondialement. Donc, en fait, on est déjà dans un environnement, nous, pétrolier, mais effectivement, ça se passe dans les pays où nous produisons. Et en France, où on a des activités de marge, on gagne moins d'argent, voire, si j'ai parlé du raffinage qui gagne de l'argent, je peux dire que notre activité aujourd'hui de vente de gaz et d'électricité, du fait du blocage des tarifs, on perd des sommes importantes cette année. Mais on ne va pas le dire. Encore une fois, je ne suis pas en train de plaindre, je dis simplement qu'il faut regarder ça dans la continuité. Total Énergie a refusé toute aide de l'État pendant la période du Covid. Parce qu'on sait que cette entreprise est capable de traverser des crises et que je ne considérais pas que c'était à l'État français de venir nous aider, même si la situation était plus bonne. Est-ce que pardon de vous interrompre, cette taxe sur les super profits, est-ce que malgré tout, vous vous préparez à la payer? Est-ce que vous vous dites, le gouvernement, il y a une quasi-impasse budgétaire qui se profile à l'horizon, pression de l'opinion publique, il ne va pas pouvoir s'en passer? Non, attendez, l'impasse budgetaire n'est pas que Total Énergie, il y a d'autres entreprises. Je sais bien. Deuxièmement, moi, vous savez, on est dans un état de droit, on respecte les décisions de droit. Après, on en tire les conséquences. On est dans un pays qui veut réindustrialiser le pays. Si on nous taxe nos activités industrielles du pays au moment où ils gagnent de l'argent, alors qu'elles nous ont les pertes, personne ne s'en est occupé, nous, on en tire des conséquences sur nos politiques d'investissement. Après, il faut quand même voir que tout ça, c'est aussi, il n'y a pas de menace dans ce que je dis, c'est simplement c'est la réalité d'un groupe. Donc je pense qu'il faut que ce débat revienne à la raison. Le président de la République a dit d'ailleurs que je comprends qu'au niveau européen, aujourd'hui, il y a des réflexions. Si l'Europe décide de prendre des mesures pour financer je dirais, le fait que les prix de l'énergie sont trop hauts, on en est conscient. C'est pas responsable. Ça, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs dynamiques de marché. Donc, on respectera bien évidemment les règles. Si ça se joue au niveau européen, vous le savez bien, ça va prendre beaucoup de temps avant. J'ai pas l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. D'après ce que je comprends, les chefs d'État sont assez décidés à aller vite. Bon. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, il faut qu'on soit tous raisonnables. J'espère qu'on ne cumulera pas des taxes à tous les niveaux. Il y a un principe, soyons clairs, il y a un principe de ne pas imposer 2 fois le même bénéfice, qui est un principe fondamental. Oui. Et là, l'entreprise, qui d'ailleurs, la France, heureusement, État de droit, a signé beaucoup de traités de non-imposition avec beaucoup de pays et on les fera respecter. L'un des chantiers majeurs de cette rentrée, Patrick Pouyanné, c'est le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Comment une entreprise comme Total va-t-elle y participer? Est-ce que vous vous préparez déjà quand il y aura des pics de consommation? Comment ça va se passer, ça? Bien sûr, on fait plusieurs choses d'abord là-dessus. C'est majeur. D'abord, j'ai signé une tribune avec Jean-Bernard Lévy et Catherine MacGregor pour dire qu'il fallait s'en préoccuper. Pourquoi? Simplement parce que c'est la meilleure réponse à la question de la crise. Faire des économies d'énergie, c'est économiser du pouvoir d'achat, c'est économiser des émissions de CO2. Donc, je veux dire, pour moi, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant dans tous les sens. Et on sait tous que si on veut aller vers l'objectif de neutralité carbone, il faudra économiser l'énergie. Donc, c'est l'occasion ou jamais dans cette crise d'accélérer ces politiques d'économie de l'énergie. Donc, on le regarde de 2 sujets. D'abord, nous sommes nous-mêmes un gros consommateur d'énergie. Et donc, en ce moment, on va lancer un plan qui va coûter à peu près 1 milliard d'économie d'énergie. On va accélérer parce que c'est l'occasion jamais, puisque nous gagnons plus d'argent, de les réinvestir dans l'entreprise pour faire des économies. Donc ça, c'est notre contribution directe et on va le faire. Après, on est en train de réfléchir, puisqu'on est aussi un distributeur d'énergie, comment on peut, par exemple, les Français... Et en fait, il faut reprendre les idées des années 73, la chasse au gaspillage. On avait beaucoup favorisé en matière d'électricité, heure creuse, heure pleine. On apprenait les tarifs, on déplaçait les tarifs, on expliquait les Français, on était incités à plutôt faire tourner nos machines à laver la nuit plutôt que le jour. Bizarrement, aujourd'hui, avec la concurrence, le tarif est quasiment le même toute la journée. Donc, on va relancer, parce que ça, c'est un moyen concret, on va relancer les tarifs heure pleine, heure creuse, avec même une idée que, en donnant
un reward, enfin en français, un bonus positif aux clients qui déplacerait plus de 10 ou 15% de sa consommation du jour vers la nuit. Donc ça, voilà, on va rentrer dans ce jeu-là, on veut être un acteur tout à fait majeur. Je ne peux pas avoir signé une tribune avec mes 2 collègues et ne pas l'appliquer à nous-mêmes et contribuer au mouvement. Voilà les idées sur lesquelles on travaille. On va aussi lancer d'ailleurs une campagne à la télévision pour réexpliquer des gestes simples qu'on avait tous appris quand on était gamin. Moi, je me rappelle, en 73, on faisait des tas de trucs qu'on avait appris et qu'on a oublié parce que l'énergie était devenue pas chère après. Bon, ben, elle est chère, il faut se retrousser les manches. Et franchement, c'est la meilleure façon de... Moi, je suis très optimiste sur le fait qu'on passera l'hiver par rapport à tout le débat. Il faut juste se mobiliser tous, à tous les niveaux, pour, on sait qu'on a à le faire, et comme on l'avait fait il y a 30 ou 40 ans. Allez, une dernière question d'actualité, et ça nous ramène encore à une polémique qui vise Total. Vous avez été accusé par l'ONG Global Witness de produire du kérosène qui sert ensuite à ravitailler les avions de combat russes. Accusation que vous avez rejetée avec plusieurs communiqués. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que c'est faux. Oui, non, mais pardon. Alors, ma question, elle est mal tournée. Expliquez-nous, ce qu'il y a de faux dans cette accusation. Parce que c'est faux, parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, profondément des ONG qui veulent qu'on arrête de produire du pétrole et des gaz. Et bon, je suis désolé, c'est faux. C'est totalement faux et c'est inacceptable que des grands médias relayent des accusations fausses sans les vérifier. Surtout quand nous-mêmes, nous leur expliquons que c'est faux. C'est faux parce que le champ de gaz... Donc, ce kérosène, il va ailleurs, quoi. Mais on ne produit pas de kérosène en Russie. D'accord. Je produis aucun kérosène en Russie. Je produis du gaz. Quand on produit du gaz, il y a ce qu'on appelle des condensats. Ces condensats sont traités dans une chaîne et ils sont tous exportés. Et on l'a écrit, ils sont tous exportés. Donc aucun n'alimente. Bon, par ailleurs, il se trouve que sur la Russie, nous avions annoncé au mois de mars que nous ne garderions que les actifs qui contribuent à exporter du gaz vers l'Europe, puisque les gouvernements européens n'ont pas sanctionné le gaz parce qu'ils en ont besoin du gaz russe. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis le mois de mars? Alors, ça prend du temps, mais on y arrive. On vend, nous sommes en train de céder tous nos actifs en Russie qui ne concourent pas à l'approvisionnement de l'Europe. Le champ en question, dont on a inventé qu'ils aient du kérosène, qu'on n'a jamais vu, il se trouve que le gaz reste domestique et donc on a essayé de le vendre. Et donc d'ailleurs, on avait signé des accords en juillet et on est en train de le vendre. Donc, à Novatek. Donc à Novatek, qui est le partenaire russe qui l'a racheté. Et effectivement, les seules personnes qui achètent aujourd'hui des actifs russes, c'est les Russes. Ça, je ne vais pas grand monde d'autre. Donc voilà, donc on avait annoncé une politique qui était de désinvestir tous les actifs ne contribuant pas à l'approvisionnement de l'Europe. On le fait. Et cette accusation est totalement non fondée. Donc voilà, je le répète haut et fort. Et franchement, ça fait partie des choses frustrantes que d'être accusé. Et on est dans un monde aujourd'hui où quelqu'un lance une accusation, c'est relayé par des réseaux sociaux et ça devient une vérité. Et quand c'est factuel et qu'on dit c'est faux, personne ne pourra me démontrer que les condensats de ce champ vont faire du kérosène. C'est faux. Voilà. Et c'est évidemment faux, nous ne sommes pas des irresponsables. Je veux dire, cette guerre est absolument inacceptable, on l'a condamnée très clairement. On s'est retrouvé dans une position où... Ça vous coûte cher d'ailleurs de retirer vos actifs de Russie? On arrive à peu près à... Oui, ça nous coûte, bien sûr, ça va nous coûter de l'argent. Vous savez, on a mis, depuis le début de l'année, on parle beaucoup de mes profits, mais sur la Russie, on a fait 7 milliards de pertes. Personne n'en parle vraiment. Donc 7 milliards, on était la deuxième entreprise la plus exposée de notre secteur à la Russie. Bon, mais on en tire les conséquences. On a une position claire avec le conseil d'administration. On exécute ce qu'on a fait sans état d'âme. Il faut juste qu'on combine, encore une fois, notre responsabilité d'approvisionner l'Europe en liaison avec les gouvernements européens et français, et puis le fait que ça prend du temps, parce que quand vous êtes dans un pays comme cela, pour avoir toutes les autorisations pour céder un actif, je peux vous dire que j'ai des équipes qui y passent beaucoup de temps. Alors, je vois qu'on consacre maintenant, nous aussi, beaucoup de temps à cette stratégie de Total Energy pour devenir le numéro 1 mondial des énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires et quel est l'objectif ? Peut-être pas numéro 1 mondial, dans le top 5, on a dit. C'est déjà pas mal. L'objectif, c'est ambitieux, alors. Non, en fait, on est devenu Total Energy parce qu'on a profondément changé notre stratégie, puisque on était un groupe Total qui produit du pétrole et du gaz. On parle beaucoup de Total Pétrole, d'ailleurs, même si, en fait, notre production est quasiment moitié pétrole, moitié gaz, et qu'on est le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié. On a fondamentalement décidé, lorsqu'on a analysé la transition énergétique, que l'énergie qui va croître, c'est l'électricité. Pour décarboner l'énergie, il faut produire beaucoup plus d'électricité, de l'électricité profondément à base renouvelable, mais aussi stocker de l'électricité avec des batteries. Il faudra aussi du gaz par combinaison pour le rendre rentable. Donc, en fait, on a décidé d'ajouter un business électricité.
On partait de rien, on y investit fortement. On y investit en ce moment, c'était un quart de nos investissements, près de 3 milliards l'an dernier. Ça n'arrête pas d'augmenter. On est passé de 500 millions, 1 milliard, 3 milliards. Cette année, on va être à plus de 4 milliards. Et compte tenu du fait qu'on a plus de profit, de cash, on va plutôt aller vers 5 à 6 milliards. Donc on est dans une... Et c'est la meilleure réponse que je fais d'ailleurs aussi au débat sur les super profits, c'est qu'on en profite pour réinvestir et accélérer dans la transition énergétique de l'entreprise, qui est une stratégie relativement... audacieuse, hein, que de se dire je sors de mes métiers, j'ajoute un nouveau métier, c'est une diversification où on a des concurrents. Donc voilà, donc on y met des moyens importants que nous avons. On découvre ces métiers de l'électricité et des énergies renouvelables, qui sont des métiers très locaux, plus locaux que les autres, où il faut aller acheter du terrain. Enfin, c'est pas la même façon de développer, mais on a une très forte ambition parce qu'on considère que, en gros, la stratégie c'est quoi? C'est de dire les marchés de l'essence, marchés du pétrole, ils vont décliner, parce qu'il faut décarboner. Donc, laisser l'entreprise sur des marchés qui déclinent, ce n'est pas une très bonne stratégie. On regarde les marchés qui croissent. Là, j'ai parlé de l'électricité. Les autres marchés qui vont croître, ça sera l'hydrogène, ça sera les biocarburants, le biogaz. Donc, et l'énergie, c'est du temps long. En fait, les pires décisions, c'est celles que je ne prends pas, moi. Il faut que je commence à investir maintenant si je veux que tout ça, établir toutes ces nouvelles énergies. Je sais que j'en ai pour 10 à 15 ans avant d'atteindre une taille, puisque tout de suite, les gens, comme si on était capable de faire en une nuit la transition énergétique. On veut vous dire d'un claquement d'offres, il faut que ça pèse 20% de chiffre d'affaires. Évidemment, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on a un objectif de faire 20 à 25% d'ici 2030, mais pour ça, il faut que j'investisse naturellement pendant des années. Ça ne va pas se passer comme ça, comme la transition ne se passera pas comme ça, d'ailleurs. Même si tout le monde voudrait, et on écoute bien les scientifiques du climat, mais malheureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, regardons ce qui se passe en ce moment. Vous avez une crise énergétique, les gouvernements européens qui disent qu'on va vers Green Deal veulent tous plus de gaz, et au passage, on subventionne toutes les énergies fossiles parce que les clients, à la fin, eux, ils ne veulent pas payer plus cher. Donc c'est tout cela qu'on essaye de trouver le bon équilibre au sein de l'entreprise entre continuer à produire l'énergie d'aujourd'hui dont nos clients ont besoin, c'est-à-dire du pétrole, et plus de gaz, le gaz naturel liquéfié, mais en même temps accélérer et investir. Et nous nous sommes différenciés de tous nos concurrents pétroliers en faisant ce pari de dire qu'on pouvait construire un électricien à base d'énergie décarbonée majeure pour le futur. Voilà l'ambition. Et en gros, c'est assurer la pérennité de cette entreprise. Et ça s'est donc incarné par ce changement de nom, par ce nouveau logo que vous portez à votre veste. Alors ce logo, les couleurs ont du sens, il faut l'expliquer. Oui, le rouge, c'est le pétrole, et puis il y a pétrole, gaz, il y a chaque couleur qui représente cette énergie, au pétrole, gaz, biomasse, hydrogène et électricité, bien évidemment. Donc ça, pour être honnête, on ne l'a pas choisi comme ça, je veux dire, franchement. Le logo nous a été proposé par une agence de com. Oui. On l'a trouvé moderne, beau, dynamique. Et après, ils nous ont dit qu'il y avait cette couleur, donc cette énergie. Vous ne l'aviez pas vu tout de suite, c'est ça? Non, ça, c'était pas comme ça que ça. Ça, c'est l'histoire à l'envers, souvent dans la com qu'on fait dans la pub. Okay. Mais en fait, il se trouve que profondément, ce qui était surtout très fort pour nous, décision majeure, hein, c'est une entreprise qui a presque 100 ans. Elle aura 100 ans en 2024, donc qui est encore une fois décidé de changer le nom d'une entreprise. Et on l'a fait d'ailleurs pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant aussi en interne. Et la principale satisfaction que j'ai, c'est qu'on fait des enquêtes au niveau des... Il y a 60 000 salariés qui ont répondu cette année. Il y a 88% de nos salariés qui adhèrent à cette stratégie. Et pourquoi? Parce que profondément, on a réconcilié leur amour pour notre entreprise, leur engagement à l'entreprise et le fait que ce sont des citoyens qui veulent aussi contribuer directement à la transition énergétique. Donc voilà, donc c'est un acte très fort, c'est pas du tout greenwashing, etc. On fait pas, c'est pas des décisions c'est la traduction profonde que notre business model, qui était pétrole, gaz, fossile, il va de plus en plus aller et nos investissements croissent dans les énergies décarbonées. Combien ça coûte? Parce que changer le logo dans toutes les stations, moi j'ai eu le sentiment que ça allait très vite. Oui. L'opération globale. Ça a coûté à peu près 200 millions d'euros globalement, mondialement. D'ailleurs, je dois féliciter mes équipes parce qu'elles m'avaient dit qu'il faudrait 3 ans. Je leur ai dit non, vous avez 1 an. Et ils l'ont fait en 1 an partout. J'étais dans le monde entier. Les stations sont toutes. À chaque fois, vous vérifiez? Non, oui, bien sûr. Quand je passe, oui, ils reçoivent des SMS sinon. Oui. J'ai pu en envoyer. Non, je veux dire que c'est pourquoi? Parce que c'était montrer la dynamique, et y compris en interne. Parce que tout ça, et je veux dire d'ailleurs, il y a une tactique qui a remarquablement fonctionné, comme quoi la communication. La première année, on l'a annoncé au mois de mai. On a dit on change tout de suite toutes les stations d'autoroute. Et comme les Français voient très vite les principales stations d'autoroute pendant l'été, ils ont eu le sentiment que les changements allaient vite. Voilà. Ouais. Donc, mais encore une fois, c'est la dynamique
qui compte, et pas que la dynamique. C'est le fait que concrètement tout ça, ce sont des investissements très importants. L'objectif, la stratégie de décarbonation, on va dire, des procédés de production, ça passe par quoi? Parce qu'il y a plein de leviers que vous activez en même temps. Donc celui-là, ça passe d'abord par de l'innovation technologique, ouais. hein, et puis d'abord ça passe par la mobilisation des équipes. Chez Total Energy, maintenant, toutes les équipes sont jugées sur 2 critères. Le premier, c'est notamment le résultat de leur activité. Le deuxième, c'est les tonnes de CO2. Quand vous dites dans une entreprise, je vais évaluer la performance selon 2 critères, avec l'un c'est les tonnes de CO2, je peux vous dire qu'il y a plein d'idées qui viennent. Donc on mobilise les gens, il y a des innovations, par exemple. Ça veut dire que la rémunération, il y a une part variable qui est liée à ça. Oui. Comme pour moi, comme dans toute l'entreprise. D'accord. Dans toute l'entreprise. Et ça marche. Plus on fait baisser le CO2, mieux on est rémunéré. Okay. Voilà, il y a des objectifs qui sont fixés. Il y a de l'innovation technologique. Par exemple, les émissions de méthane, dont on parle beaucoup. On vient d'innover, on est une des entreprises, on vient d'innover avec des drones pour aller mesurer toutes les émissions mondiales. En ce moment, on a des drones partout, qui mesurent toutes les fuites de méthane qu'on peut avoir sur les installations pour aller les traiter. Donc ça, c'est de l'innovation qui a été faite d'ailleurs dans le centre de recherche en France, du côté de Pau. Donc on a de l'innovation. Après, on a des moyens simples. On applique à nous-mêmes ce qu'on vend à nos clients. On regarde si on peut utiliser l'énergie renouvelable. Donc par exemple, nous avons décidé en Europe que tous nos sites industriels seraient avec de l'énergie renouvelable, l'électricité renouvelable d'ici 2025. Nous sommes en train d'investir dans 3 gigawatts d'électricité solaire en Espagne pour après alimenter toutes nos raffineries, tous nos sites industriels européens. C'est très concret. Donc c'est des investissements à peu près de 3 milliards. Voilà. Donc on est en train de faire chez nous ce qu'on recommande à nos clients de faire. Et c'est plus facile de le démontrer. On a solarisé près de 5000 stations-service pour économiser sur des générateurs diesel qu'on peut en avoir à l'Afrique. Donc il y a tout un plan. Et là, je vais vous dire d'ailleurs, avec le prix de l'énergie qui est plus élevé, puisqu'il y a un lien entre énergie et émissions de CO2, on va encore accélérer ces plans de décarbonation. Donc ça, voilà comment on fait. Quand on décide de rajouter une business unit, de se lancer dans les énergies renouvelables, ça passe forcément par de la croissance externe, des acquisitions d'entreprises? Bien sûr. Oui, parce qu'il faut acheter des talents. Hein. Ouais. On ne va pas tout inventer nous-mêmes. C'est des métiers qu'on ne connaît pas. On a fait pas mal d'acquisitions, on en fera d'autres, sans aucun doute. Après, il faut toujours faire des acquisitions, mais il faut les consolider. Hein, parce que acheter, c'est facile d'en haut, c'est de l'argent. Enfin, c'est facile, il faut convaincre le partenaire, il faut négocier. Mais je veux dire, après, le problème, c'est de mettre tout ça en ordre. Ouais. D'intégrer ces métiers, donc de tirer parti de nos savoir-faire dans nos métiers historiques, de gestion de projet pour en faire bénéficier les nouveaux métiers. Et par exemple, aux États-Unis, où on vient de constituer un portefeuille de près de 25 gigawatts en 2 ans, maintenant on a dit, bon, on pause, il faut maintenant qu'on reconsolide tout ça pour pouvoir faire ces projets, parce qu'à la fin, l'objectif, c'est d'investir et de déployer les projets. Donc voilà, donc c'est d'ailleurs une aventure passionnante qui prend pas mal de notre temps, des équipes pas plus jeunes, et qu'il faut alors, sachant que quand vous achetez des gens qui viennent de entreprises plus petites, qui viennent dans une grande entreprise, il faut garder le momentum, donc c'est tout un challenge managérial. Mais bon, on a démontré dans le passé qu'on savait le faire, on va continuer à cela. Mais c'est sans doute pour nous un de nos principaux challenges. Ouais. Puisque vous parlez du marché américain, c'est un des marchés sur lequel vous investissez beaucoup, notamment dans cette logique d'énergie renouvelable. Sur le recyclage du plastique, par exemple, on peut faire un focus là-dessus? Oui, on le fait aussi en Europe, en France. Hein. Oui, on a racheté une société en France. Oui, on s'est donné comme objectif que 30% des plastiques, puisqu'on est le 10e producteur de plastique au monde, c'est peu connu, mais il se trouve que les plastiques sont faits à partir de pétrole pour l'essentiel ou de gaz. Donc on produit à peu près 6 millions de tonnes de polymères, le 10-12e mondial. On s'est donné comme objectif que presque un tiers à horizon 2030 doivent être recyclés ou d'origine bio. On est d'ailleurs devenu un des leaders du bioplastique sur base de sucre. Et puis sur le recyclage, oui, on est en train. Alors il y a 2 types de recyclage. Du recyclage mécanique, on fait des tris et on coupe. Et l'autre recyclage, c'est le recyclage chimique, qui est des innovations technologiques. Et on va investir en France, sur le site de Grand Puy, dans une unité mondiale de recyclage chimique. Donc tout ça, c'est majeur. Je pense que les plastiques sont décriés. Il y a d'ailleurs plus sur les usages du plastique. Le plastique, c'est une matière première essentielle. Hein. Son succès s'explique par... Non, mais il est essentiel. Dans les voitures, dans les seringues,
Ce qui est décrié et qui n'est pas acceptable, c'est l'usage unique du plastique dans des sacs qu'on jette dans les océans. Il faut mettre fin à l'usage unique du plastique, mais le plastique est un matériau fondamental. Mais on sait qu'on peut le recycler. Alors, ça coûte un peu plus cher. Dès que vous faites du recyclage, mais il faut absolument. Donc voilà, ça fait partie de nos politiques de neutralité carbone que d'accélérer ce recyclage des plastiques. Alors il y a un bon exemple pour parler de cette transformation, et il est ici dans la région, sur le site de la raffinerie de la Mède. Vous parlez maintenant de bioraffinerie, pourquoi ? Parce qu'à la Mède, on a décidé, ça a été je sais que ça a été un des grands débats avec nos collègues, nos salariés en 2016, lorsqu'on a annoncé ce projet, 2015 d'ailleurs, on s'est dit, en fait, on a trop de raffineries en Europe. Finalement, on sait utiliser du savoir-faire de nos équipes, mais aussi des unités industrielles, pour les transformer en bioraffinerie. Or, on a de plus en plus besoin de biocarburants, de faire de carburant non pas à partir de pétrole, mais à partir d'autres matières premières, je vais y revenir. Et donc la Mède, à l'époque, a été vue, ils ont eu peur parce qu'ils ont eu le sentiment qu'on faisait un saut dans l'inconnu. On était assez convaincus, le marché est là, on le sait, et on savait qu'on bénéficiait on pouvait en gros faire des économies d'investissement par rapport à des concurrents, transformer ce site. Donc c'est une transformation majeure qui aujourd'hui fait que ce site, qui en gros, je vais vous dire, pour partir des chiffres, perdait à peu près 100 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il gagne de l'argent. Pas beaucoup, mais il en gagne. Donc ça veut dire que la transformation économique, mais surtout, ce marché ne fait qu'accélérer. Et d'ailleurs, on va bâtir sur la Mède, puisque on s'apprête et je pense qu'on attend les accords de l'Europe, mais on veut totalement décarboner l'hydrogène de la Mède, d'en faire un des plus grands sites industriels en France d'hydrogène vert. Ça sera un projet de plus de 200 millions d'euros qu'on va investir. Il y a une ferme solaire aussi, c'est ça ? Il y a aussi une ferme solaire. Non, mais dans ces choses-là, on a décidé qu'un site comme ça, il faut sortir le fossile et profondément en faire des sites industriels, des nouvelles molécules décarbonées dont on a besoin. Donc voilà, donc en faisant cela, bien sûr qu'il y a eu une transformation assez forte du site, et pour les équipes, c'est pas simple. Et j'en suis conscient, mais on sait aussi qu'à la fin, on a assuré la pérennité de ce site pour des dizaines d'années. Et donc on investit dessus de façon cohérente. Je voudrais qu'on parle, on enchaîne un peu les grandes thématiques autour des renouvelables, de l'éolien, et notamment de l'éolien offshore, du retard français notamment. Comment vous l'expliquez ? On est très loin des Pays-Bas, très loin du Royaume-Uni, alors qu'on a, j'ai recherché le chiffre, 3400 km de côte en métropole. Écoutez, il n'y a pas eu je pense que la mobilisation. Je pense qu'en fait, je vais vous dire simplement, comme on est un très grand pays nucléaire, et même s'il y a quelques difficultés en ce moment, on est un grand pays nucléaire. Ouais. On l'avait un peu oublié, on l'a un peu oublié pendant quelques années. Oui, mais enfin, on a quand même 75% de notre électricité qui est d'origine nucléaire, 70%, ça baissera à 50%. Je pense que simplement, du fait, on n'a pas nécessairement accéléré. On est aussi un des pays, il faut l'avoir en tête, qui avons l'énergie la plus décarbonée au monde. Donc on s'est dit, on n'a pas besoin, quoi. Mais non, mais quand la France est accusée de ne pas être sur la trajectoire climatique, je veux dire, on part de très bas, parce qu'en fait, on a une énergie qui est décarbonée. Et donc on nous compare, on nous dit il faut que la France accélère, alors qu'en fait, on est déjà très bas. Donc je pense qu'il y a eu quelque part au niveau des pouvoirs publics l'idée que ce n'était peut-être pas la priorité immédiate. Bon, maintenant, il faut le faire. On a une ressource, effectivement, l'éolien offshore. Bon, qui pose des questions vis-à-vis notamment de communautés de pêcheurs, mais je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente plus facilement qu'à terre sur l'éolien. Ouais. Des pays que vous avez cités ont accéléré. Nous d'ailleurs, on s'y est mis. Hein. On vient de lancer notre première, on produit maintenant une très grande éolienne offshore, un champ d'éoliennes offshore en Écosse, puisqu'on a un champ d'éoliennes de 1,2 gigawatts, c'est à peu près la taille d'une centrale nucléaire française. Hein. Donc le champ est énorme, ouais. Il y a une centaine d'éoliennes offshore, c'est très puissant. On vient d'acquérir des sites offshore au large de New York. D'ailleurs, les 3 entreprises françaises énergétiques ont chacune acquis des concessions maritimes. Ça a rapporté pas mal d'argent à l'État américain, d'ailleurs. Bon, maintenant, on n'attend qu'une chose, hein, c'est pouvoir le faire ici. Il y a des projets en Méditerranée ? Il y a des projets en Méditerranée, notamment d'éoliens flottants. On a un petit projet pilote, là, en ce moment, qu'on développe au large de Gruissant. Mais il va y avoir des appels d'offres, dont un potentiellement au large de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va être mis en appel d'offres. Donc moi, simplement, je sais bien que le gouvernement a dit qu'il va y accélérer, il faut le faire. Recommandation, à mon avis, la bonne méthode, c'est de faire comme les Anglais ou les Américains, c'est de mettre des enchères, que le meilleur gagne. Et vous savez, quand vous avez investi, comme nous venons de le faire aux États-Unis, 800 millions de dollars pour acheter une concession maritime pour 50 ans,
on va faire le projet. Hein. Je veux dire, on ne va pas laisser la concession maritime sans investir derrière. Ouais. C'est la meilleure garantie pour les gouvernements d'attirer les meilleurs industriels. L'éolien offshore, par contre, est très capitalistique. Hein. Donc il faut vraiment des acteurs majeurs. EDF a pris sa part, bien évidemment, et il y a la part, mais je pense qu'il y a la place pour tout le monde pour accélérer. Donc je pense que la prise de conscience et le projet de loi qui va venir de ce point de vue-là sont bienvenus. Il nous reste 5 minutes dans cet entretien. Je voudrais qu'on parle de la jeunesse. C'est l'un des thèmes de ce forum des entrepreneurs ici à Marseille, avec, on le sait, des diplômés plus exigeants qui veulent donner du sens à leur choix professionnel, qui, on l'a vu, rejettent pour les plus engagés ou les plus radicaux. On peut choisir le terme que l'on veut, une voie un peu toute tracée dans les grands groupes. On l'a vu avec les diplômés, certains diplômés polytechniques ou d'AgroParisTech. Est-ce que Total Energy attire toujours les jeunes talents? Comment ça se passe? Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il faut vous n'avez pas de souci, vous ne faites pas partie des 93% de chefs d'entreprise en France qui ont du mal à embaucher? Non, je peux vous dire, parce que je pense que les jeunes, bon, bien sûr, et tous les points de vue sont acceptables. Hein. Moi, je ne cherche pas à convaincre les gens, ont le droit d'avoir des opinions. Il y a des jeunes qui expriment des opinions contre, nous les respectons. Mais je peux vous dire que les jeunes, ils ont assez du bon sens. Hein. Ils voient une entreprise, et même ceux qui s'intéressent aux énergies décarbonées, aux renouvelables, ils voient une entreprise qui marche, qui fonctionne bien, qui a des gros résultats, qui a une politique d'investissement qui est la plus agressive. Ils viennent naturellement chez nous parce qu'ils veulent faire des projets et contribuer. Donc aujourd'hui, on a pour chaque poste qu'on ouvre des dizaines de candidats. Donc on a le choix. Donc je n'ai pas de soucis de ce point de vue-là. J'entends ce qui est dit. Oui, et c'est plutôt bien qu'on ait de plus en plus de jeunes aussi sortant de ces écoles, universités, qui aillent vers des PME ou des startups, mais tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas que le modèle du grand groupe comme le modèle de l'administration. Il y a tous les modèles. Je pense que la France a peut-être trop souffert justement d'attirer tous les talents. Et nous-mêmes, on diversifie nos recrutements en regardant pas seulement... Les gens pensent que Total Energy, il n'y a que des polytechniciens. Je peux vous dire qu'il y a de n'importe quelle école de France ou université, nous recrutons parce que nous aussi, on a besoin de diversité. Et que la vérité, c'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on est nécessairement bon dans les affaires. Vous savez, il n'y a pas de lien immédiat. On peut l'être, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Donc nous aussi, on cherche à diversifier les recrutements en France, à l'international, dans les divers... donc ça fait partie d'une richesse d'une entreprise. Donc, mais je pense que là-dessus, on entend bien ce qu'on dit, mais je pense aussi la dynamique qu'on a créée par Total Energy intéresse les jeunes qui nous regardent. Donc on y arrive. Total qui soutient des écoles de production avec Industrit. Il y a un bon exemple de projet ici à Marseille, une école qui doit préparer au métier du photovoltaïque, c'est ça? Oui, en fait, ça, c'est une autre volet de notre... Je considérais, quand je suis venu patron, on a une fondation qui a des moyens importants, qu'un des plus gros problèmes de ce pays, c'est quand même quand vous lisez à la une de journaux que 100 000 jeunes sortent d'une classe d'âge sans qualification professionnelle, c'est un vrai problème. Par ailleurs, j'avais été très frappé par les initiatives prises par Xavier Niel, l'école 42 dans l'informatique. Or, dans l'industrie, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Et donc, on s'est dit quand même, on pourrait peut-être faire deux choses, utiliser une partie de notre prospérité pour aider des jeunes en difficulté à accéder à des métiers, les professionnaliser, les accompagner, à côté de ce que peuvent faire les écoles ou en complément, et prendre des initiatives vers le monde de l'industrie. Alors, on a eu deux rencontres. Bon, on a créé, je dirais, notre école 42 de l'industrie, s'appelle l'Industrie, où on accueille 400 jeunes par an, c'est complètement gratuit, venant de milieux défavorisés, qui sont plutôt post-bac, ou un peu, qui entre 20 et 25 ans, qui sont un peu perdus. Et on leur apprend des métiers. Les métiers de l'industrie, c'est pas... Contrairement à ce que pas des trucs qui fument, c'est des trucs digitaux, c'est des drones, il y a des tas de métiers modernes. Et on les remet quelque part dans un chemin professionnel, et ça c'est très bien. Et puis on a ces fameuses écoles de production, ça c'est pas nous qui les avons inventées, elles existent depuis 60 ans, c'est des écoles qui prennent des jeunes qui sortent du système scolaire plutôt à la fin de la troisième, qui ne se trouvent pas à l'école, et qui vont les remettre sur le droit chemin en faisant... non pas des cours théoriques, mais ils apprennent, ils font pour apprendre. Et donc, on a décidé d'accompagner ces écoles de production. Il y en avait 20 en France, il y en a 100. Il y en a 3 dans la région et une nouvelle qu'on est en train de créer sur les métiers, justement, renouvelables. Comment on installe des fermes solaires, comment on maintient, on répare autour des énergies renouvelables. Il y en a une sur le textile dans la région, il y en a une sur la chaudronnerie. Voilà comment une entreprise comme la nôtre peut aussi contribuer, je dirais, à partager la prospérité avec... les jeunes qui sont quand même qui sont le futur de notre pays. Donc c'est une cause de laquelle je suis personnellement très attaché. Un tout dernier mot, il nous reste une minute. On a commencé par ça, mais est-ce que ce poids symbolique, ce poids politique de Total en France, il finit par vous peser de temps en temps? Non, il peut me frustrer, mais il ne va pas me peser. Parce que de toute manière, moi je suis là à la tête d'une entreprise, encore une fois, qui
qui est passionnante, qui a un chemin, qui a une stratégie. On ne doit pas en dévier. Après, il faut sans doute qu'il y a toujours une hésitation. Est-ce qu'on doit rentrer dans ce débat politique ou pas? Quand on y rentre, on va être critiqué parce que c'est un terrain, on n'y est pas. Et quand on n'y est pas, on nous accuse de ne pas assez parler. Oui, Donc, puis merci. vous laissez les autres parler à votre place. Voilà, donc c'est compliqué parce que le temps d'un chef d'entreprise, c'est d'abord de s'occuper aussi de développer l'entreprise. Et voilà, donc je dirais, bon, on l'observe, c'est la rançon de notre succès. Encore une fois, c'est plus frustrant que pesant. Mais à nous, moi et mes collègues, de démontrer qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles cette entreprise fonctionne très bien. Merci beaucoup, merci Patrick Pouyanné d'avoir participé à ce grand entretien sur Bismart et depuis ce forum des entrepreneurs à Marseille au cœur du stade Orange Vélodrome. Merci à tous de votre fidélité à Bismart.